Un journaliste de France Culture introduisait récemment son émission sur Emily Dickinson de la façon suivante. Est-il vraiment possible de parler de poésie américaine sans évoquer la figure mystérieuse de la poétesse Emily Dickinson? Non, pas vraiment. Après avoir vécu dans une réclusion presque totale et consigné 1789 poèmes dans des petits cahiers, elle mourut en 1886 dans sa ville de Amherst, Massachusetts, USA, qu'elle n'avait jamais quittée. Passion et spontanéité donnent une écriture concise, elliptique, explosive et spasmodique, comme elle la décrira elle-même. À partir des lieux où elle vécut, Dominique Fortier, écrivaine et traductrice, a imaginé sa vie. Son livre, Les villes de papier, une ville d'Emily Dickinson, a obtenu le prix Renaudot de l'essai en 2020. D'âge en âge, elle la suit et tisse une réflexion d'une profonde justesse sur la liberté et le pouvoir de la création. Une traversée d'une grâce et d'une beauté éblouissantes. Nous avons choisi de mettre en miroir les poèmes d'Emily Dickinson et des extraits du livre de Dominique Fortier pour rapprocher l'une des figures les plus importantes de la littérature mondiale. Une balafre de bleu, un balayage de gris, quelques taches d'écarlate sur le chemin composent un ciel du soir. Un peu de pourpre, glissé entre les deux, une culotte de rubis enfilée à la hâte, une vague d'or, un glacis de jour. Voilà ce qui fait le ciel du matin. La poésie est toujours une langue étrangère. Pour qui parle et lit en français, la poésie anglaise est doublement étrange, un pays deux fois inconnu. D'abord, on ne sait rien. Ensuite, on sait qu'on ne sait pas, la moitié du chemin. Puis, les mots et les images reviennent en boucle. On les retrouve comme des rêves à demi oubliés, dont la signification continue de nous échapper. Ce sont eux qui nous apprennent ce qu'ils veulent dire. Ce sont eux qui se rapprochent du lecteur, prudemment, pour l'apprivoiser. Bientôt, on parcourt les poèmes comme une forêt, mystérieuse à jamais, mais dont la pénombre est percée de sentiers et de rayons de lumière. Bientôt, on se met à habiter cette forêt, dont on reconnaît les oiseaux et les créatures, les étangs noirs et les grands arbres. Bientôt, cette forêt se met à pousser en nous. La nature est la plus tendre mère. Nul enfant ne lui fait perdre patience. Le plus faible ou le plus rebelle reçoit ses douces remontrances. En forêt et sur la colline, le voyageur peut les entendre, modérant l'écureuil déchaîné ou l'oiseau trop impétueux. Comme sa conversation est plaisante. Par un après-midi d'été, les membres de sa maison lui tiennent compagnie. Et quand le soleil se couche, sa voix dans les travées incite la timide prière du plus minuscule des grillons, de la plus humble fleur. Quand tous les enfants dorment, elle fait un détour juste assez long pour lui permettre d'allumer ses lampes, puis se penchant du haut du ciel, avec un amour infini,
un soin encore plus infini. Son doigt d'or sur les lèvres, elle intime le silence, partout. Sur ce long orage, l'arc-en-ciel s'est levé. En cette fin de matinée, le soleil, les nuages, comme des éléphants indolents, traînaient le long des horizons. Les oiseaux se levèrent en souriant dans leur nid. Les vents violents avaient vraiment cessé. Hélas, comme ils étaient inattentifs les yeux pour qui l'été étincelait. La tranquille nonchalance de la mort, le lever du soleil, ne peut la faire bouger. Il faut les lentes syllabes de l'archange pour la réveiller. Émilie, une surprise pour toi. Au ton de la voix de Lavinia, elle devine que ce doit être une lettre. Peut-être accompagnée d'un colis, un livre. On est venu te voir, poursuit Lavinia. Son cœur se serre, puis s'affole comme sous l'effet d'une trahison. C'est effectivement une surprise, mais détestable. La voilà obligée de faire face à un être de chair et d'os, ses bottes sans doute encore pleines de la boue du chemin, et devant qui il faudra sourire, poser des questions, faire mine d'écouter les réponses, tout cela en attendant le bonheur de se retrouver enfin seule pour lui écrire ou relire l'une de ses anciennes missives. J'ai beaucoup apprécié vos petits textes. Elle a fait l'erreur. Elle le sait dès qu'il ouvre la bouche, qu'il a grande et fort pourvu en dents, d'envoyer quelques poèmes dans l'espoir, non pas qu'il les publie, mais qu'il les perce à jour. Devant elle, l'homme se racle la gorge. Est-il trop tôt pour le remercier de sa visite et tourner les talons? Il y a là, oui, des images fort intéressantes, quoique parfois, comment dire, Elle voudrait presque venir à son aide tellement il semble mal à l'aise. Et pourtant, elle bout de colère, non pas tant contre lui que contre elle-même, qui s'est laissée aller une nouvelle fois, stupidement, à espérer. un peu obscure ou compliquée. Une jeune femme comme vous a-t-elle vraiment besoin de convoquer un vocabulaire scientifique? Qu'est-ce que cela veut dire au juste la circonférence? Faut-il avoir recours aux axiomes et à la philologie? Ne vaudrait-il pas mieux parler de sentiments plutôt que de mathématiques? Le silence de l'Émilie semble l'enhardir, et il poursuit d'un ton qu'il veut bonhomme. Et puis, au fond, pourquoi appeler ces textes des poèmes s'ils sont écrits en prose? C'en est trop. Émilie a un sursaut d'horreur. Qu'est-ce qui fait penser cela demande-t-elle d'une voix posée. Embarrassé, il gratte son menton où poussent des crins drus. Comment peut-elle chaque fois oublier que les hommes sont des animaux à poil? Eh bien, tout simplement, ça ne rime pas. C'est donc ça. En un éclair, Émilie revoit une leçon de Mrs. Lyon sur les rimes riches, les rimes parfaites, les rimes plates. Cat, hat, fish, dish, love, dove. Quelle bêtise! Elle qui n'a rien à faire de la richesse, de la perfection et des platitudes ne connaît de rime qu'autre oblique ou suspendu, comme il se doit. Elle se lève posément, fait un signe du menton au visiteur
et s'en va. Ça ne rime pas. Elle ne peut s'empêcher de sourire. La publication, c'est la vente aux enchères de l'esprit humain. La pauvreté justifie-t-elle cette chose immonde? Peut-être. Mais nous préférons quitter notre mansarde, vêtue de blanc, pour rejoindre notre blanc créateur, plutôt que de faire capituler notre neige. La pensée appartient à celui qui l'a donnée, puis à celui fait à son image. Vendez l'air royal à la découpe. Soyez le commerçant de la grâce céleste. Mais réduire à un prix l'esprit humain est infâme. Ne publiez pas, lui dit Higginson après avoir lu sa poésie, et ce conseil qui en atterrerait plus d'un la réjouit. Publier? Pourquoi faire? Elle ne veut pas, n'a jamais voulu faire de livres, qui sont trop souvent choses lourdes et immuables, puant le cigare et le renfermer. Ces quelques poèmes, offerts au monde, elle les a laissés aux feuilles légères des journaux qui ne vivent qu'un jour, des éphémères. Elle écrit sur du papier, mais c'est faute de pouvoir confectionner un album assez grand pour abriter les giboulées du printemps et les grands vents d'automne, faute de pouvoir faire un herbier de neige. Elle rêve de poèmes écrits avec des insectes qui se mettraient en marche d'eux-mêmes sur leurs longues pattes, leurs carapaces brillantes comme autant d'armures contre les bien-pensants de ces dames extraordinairement comme il faut, qui se mettent à crier en apercevant une coccinelle. Sans doute la coccinelle crie-t-elle aussi devant ces tours de jupons surmontés d'ombrelles. Mais on ne l'entend pas. C'est elle la véritable lady. Elle rêve de poèmes qu'on lirait dans les astres, si enfin on apprenait le langage de leurs obscures constellations, aux odes compliquées des circuits et des circonférences mathématiques, aux sonnets dorés que tracent les abeilles dans le miel, à ceux qu'aurait composé notre Seigneur pour se délasser au 7e jour de la création, si seulement il existait. Ne publiez pas. Vos écrits sont bien trop précieux pour cela. Gardez-les pour vous seul. Et pour moi peut-être. La gloire est cette chose brillante et tragique qui pendant un instant nous rend maîtres du monde. Réchauffe quelques pauvres noms qui n'avaient jamais pris le soleil, puis le replace doucement dans l'oubli. Il y a toujours quelque chose à faire à Oumestadt. Équeuter les fraises, polir l'argenterie qui noircit dans les armoires dès qu'on a le dos tourné, ajouter quelques pièces à une courte pointe destinée à un bébé à naître, trier les vêtements à envoyer aux miséreux, payer les fournisseurs, suivre pas à pas le vol d'une abeille au jardin, mais cela est l'œuvre d'une vie. Émilie, à la cuisine, prépare le pain. La pâte est douce sous ses doigts et tiède et élastique comme une peau amie. Elle pétrit en un long mouvement, d'avant en arrière, 100 fois répété. Après la 62e pression des paumes sur la table, elle s'interrompt. Regarde autour d'elle, saisit le sac de farine vide et en déchire un petit morceau. Elle sort un bout de crayon de sa poche, note quelques mots, 16 exactement, et 5 tirés longs comme des soupirs. Puis, elle replie le papier tout petit, jusqu'à ce qu'il ne prenne pas plus de place qu'un ongle dans la poche de son tablier.
Elle recommence à pétrir le pain. 63. Dans le tiroir de son bureau, elle range les poèmes griffonnés à la hâte sur les emballages. Quand elle les ressort, elle les reconnaît à l'odeur. Certains fleurent la farine, d'autres exaltent un parfum de poivre et de noix de pécan. Son préféré est au chocolat. Puisque je ne pouvais m'arrêter pour la mort, ce gentleman eut la bonté de s'arrêter pour moi. Dans la voiture, il n'y avait que nous et l'immortalité. Nous roulions lentement. Il n'était pas pressé et j'avais mis de côté mon labeur ainsi que mon loisir en réponse à sa civilité. Nous passâmes l'école où les enfants se battaient, dans la cour à la récréation. Nous passâmes les champs d'épis qui nous dévisageaient, nous passâmes le soleil couchant. Ou plutôt, c'est lui qui nous dépassa. Les froides rosées me firent frissonner, car ma robe n'était que de gaze, mon étole de tulle. Nous fîmes halte devant une maison qui semblait un gonflement du sol. Le toit était à peine visible, la corniche enterrée. Depuis, ça fait des siècles, et pourtant cela paraît plus court que le jour où je me suis douté que la tête des chevaux était tournée vers l'éternité. Aller au ciel, je ne sais pas quand. S'il vous plaît, ne me demandez pas comment. Vraiment, je suis trop étonnée pour penser à vous répondre. Aller au ciel. Comme ça semble vague, et pourtant ça se fera, aussi sûr que les troupeaux rentrent le soir, protégés par le berger. Peut-être y allez-vous aussi, qui sait? Si vous y arrivez en premier, gardez-moi une petite place près des deux que j'ai perdus. La plus petite chasuble m'ira, et juste un morceau de couronne. Car vous savez, on ne prête pas attention à ce qu'on porte quand on rentre chez soi. Je suis contente de ne pas y croire, car ça me couperait le souffle, et j'aimerais regarder encore un peu cette terre si étrange. Je suis contente qu'ils y aient cru, ceux que je n'ai jamais retrouvés après cet après-midi si terrible où je les ai laissés sous terre. Mrs. Lyon ne se soucie pas uniquement de meubler l'esprit des pupilles qu'on lui a confiées. Elle veut aussi sauver leur âme, et pour ce faire, les amener à embrasser le Seigneur. Mais pour cela, elle refuse de terroriser ou de menacer. Ce n'est pas avec des visions de l'enfer qu'elle les convaincra de venir habiter le royaume de Dieu. Ces jeunes filles sont des créatures sensées, instruites. Elle fera appel à leur raison et respectera leur libre arbitre. Elle leur laissera toute liberté de dire oui. Lesquelles parmi vous, demande-t-elle de sa voix ferme et harmonieuse, ont déjà accueilli le Seigneur dans leur vie et dans leur cœur? Mrs. Lyon a le visage serein et le regard limpide de ceux qui ont Dieu de leur côté. L'âme en paix, éclairée par ses certitudes. La majorité des jeunes filles
lèvent la main, certaines en tremblant, d'autres avec fierté. Elles survolent la salle du regard. Lesquelles ont espoir de le faire? La plupart de celles qui restent lèvent la main à leur tour. Mrs. Lyon laisse durer le moment. Enfin, elle demande: lesquelles sont sans espoir? Elles sont 6 ou 7 à lever la main. Parmi elles, Émilie. Qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui se scinde en trois, le Père terrible, le Fils sacrifié, l'Esprit insaisissable? Pourquoi refuse-t-il de se laisser connaître? Pourquoi accorde-t-il sa grâce à certains et pas à d'autres? Qu'aurait-il fallu faire pour l'aimer convenablement? Feindre l'amour? Lui, eux, qui voient en tout, ne l'aurait-il pas deviné? Ce mensonge n'était-il pas pire que le simple constat? Dieu est mystère. Il est silence, et Émilie comprend d'abord le monde par les mots. Dieu est une éclipse, il est au-delà des mots. Il ne se terre pas dans les églises, c'est en vain qu'on le cherche entre les pages jaunies des Bibles du roi Jacques, dont la maisonnée Dickinson compte pas moins de 8 exemplaires. Plus de livres saints que d'âmes à sauver. Quand elle lève les yeux au ciel, Émilie ne voit rien que les nuages. Si le ciel est le repos des justes, cela veut-il dire qu'ils se sont changés en oiseaux? Certains vont à l'église le dimanche. Moi, je reste à la maison. Avec un babillard pour choriste et un verger pour dôme. Certains font leur dévotion en surplis. Moi, je ne porte que mes ailes. Et au lieu de sonner les cloches pour le service, notre petit sacristain chante. Dieu, éminent pasteur, prêche. Et le sermon n'est jamais long. Ainsi, au lieu d'aller au ciel à la fin, me voici en chemin, dès maintenant. La foi est une invention remarquable pour ces messieurs qui savent voir. Mais les microscopes sont prudents en cas d'urgence. Le monde. Le monde est petit comme une orange. Il est incroyablement compliqué et d'une absolue simplicité. Le monde peut être remplacé, recréé, anéanti par les mots. Il existe, de l'autre côté de la fenêtre, ce qui est une autre façon de dire qu'il n'existe pas. Ce qui existe, la flamme de la bougie, le chien à ses pieds, les draps de coton, les fleurs de jasmin aplaties entre les pages des dictionnaires qui dorment entre le mot jardin et le mot journée, les braises dans l'âtre, les poèmes qui palpitent dans le tiroir. Le monde est noir et la chambre est blanche. Ce sont les poèmes qui l'éclairent. Certains disent bonne nuit la nuit. Je dis bonne nuit le jour. Celui qui s'en va me dit au revoir. Je réponds encore bonne nuit. Car la séparation, c'est ça la nuit. La présence, l'aube, tout simplement. Et cette dernière, la pourpre sur les hauteurs, qu'on nomme le matin. Il flamboie d'or, se refroidit en pourpre, bondit comme léopard dans le ciel, puis au pied du vieil horizon, couche sa face marbrée pour mourir, s'abaisse jusqu'à la fenêtre de la loutre, touche le toit et teinte la grange, son bonnet effleure le pré d'un baiser, et le jongleur du jour s'en est allé.
Un merle se pose sur l'appui de la fenêtre où Émilie a semé des miettes de pain. Il a le ventre semblable à l'une de ces oranges miraculeuses qui gonflent les bas suspendus à la cheminée la veille de Noël. Il gobe un bout de pain, puis en une série de trilles se lance dans de longues histoires d'oiseaux. Il y est question de vers de terre, d'une oiselle volage, d'un chapelet d'œufs bleu-vert dont l'un a mystérieusement disparu. Émilie l'écoute, frémissante, tête inclinée de côté, l'œil brillant. Elle aussi prend une miette de pain entre le pouce et l'index et la porte à ses lèvres. C'est son repas préféré de la journée. L'espoir est la chose emplumée qui perche dans l'âme et chante la mélodie sans les paroles et ne s'arrête jamais. C'est dans la tempête que son chant est le plus suave, et bien mauvais serait l'orage qui pourrait intimider le petit oiseau qui a réchauffé tant de gens. Je l'ai entendu dans les contrées les plus glaciales et sur les mers les plus insolites. Pourtant, jamais, même dans la pire extrémité, il ne m'a demandé une miette. Entendre chanter un loriot peut être chose ordinaire ou simplement divine. L'oiseau n'est pas en cause, il chante pareillement que personne ou qu'une foule l'écoute. C'est la façon dont l'oreille appréhende le chant qui le vêt de fardeur ou de splendeur. Ainsi, l'alphabet runique, ou rien du tout, se trouve en nous. La mélodie est dans l'arbre, me signale le sceptique. Non, monsieur, elle est en toi. Sur la table de la salle à manger des Hollandes, la mort est couchée. Elle a pris les traits de Sophia, dont le visage n'est plus qu'un masque cireux. Émilie s'approche sur la pointe des pieds, comme pour ne pas réveiller un enfant qui dort. On a mis à Sophia sa plus belle robe, rose, ornée de dentelles aux poignets et au col, et ses bottines vernies. Elle a un nœud dans ses cheveux soigneusement bouclés. Émilie s'imagine Mrs. Holland coiffant sa fille comme une poupée. Les gens prononcent des paroles dénuées de signification. Typhus, miséricorde, volonté divine. Sophia ne semble ni apaisée, ni soulagée, ni endormie. Sophia n'est pas là. Elle a été remplacée par son absence. Émilie s'approche encore, presque jusqu'à la toucher. Sous la peau blanche percent des reflets bleu-vert qui lui rappellent la surface du lard, gardée trop longtemps à la chaleur. Émilie jette un coup d'œil par-dessus son épaule. Personne ne la regarde. Elle met la main dans son tablier, y prend le dollar des sables que lui a donné Sophia l'été précédent et le glisse dans la poche de la robe rose, en espérant que cela suffira. Elle ne pleure pas, se contente de serrer les poings dans ses poches vides jusqu'à ne plus sentir ses doigts. Mais le soir, quand on apporte à table le jambon luisant de gras sous l'éclat de la lampe, Émilie se met à vomir. Elle est morte en jouant, gambadant tandis que s'écoulaient ses heures tachées. Puis s'écoulait aussi gaiement qu'une sultane sur un lit de fleurs. Son fantôme s'est promené en silence sur la colline.
hier et aujourd'hui. Son vêtement, comme la toison d'argent, son visage comme des embruns. Le chagrin est une souris qui choisit les lambris du cœur pour en faire son timide logis et déroute les recherches. Le chagrin est un voleur qui vite s'alarme, dresse l'oreille pour entendre la rumeur de ces vastes ténèbres qui firent refluer son être. Le chagrin est un jongleur, au jeu fort téméraire, craignant qu'à la moindre défaillance, l'œil s'étant détourné, on se jette sur ses plaies à un, voire à trois. Le chagrin est gourmand. Donnez-lui son luxe. Le chagrin suprême est muet. Avant qu'il parle, brûlez-le sur la place publique. Ses cendres le feront peut-être, à moins qu'elle ne refuse. Comment savoir alors, puisqu'un chevalet de torture et ses cajoleries n'ont pu lui tirer une syllabe jusqu'à présent? Ils disent que le temps soulage. Le temps n'a jamais soulagé. Une vraie souffrance se renforce, comme font les nerfs, avec l'âge. Le temps est un test du chagrin, mais pas un remède. S'il se révèle en être un, il prouve aussi qu'il n'y avait pas de maladie. L'air est doux comme l'Italie, mais quand il me touche, je l'ai conduit avec un soupir, parce qu'il n'est pas vous. Cette phrase et quelques autres d'Émilie, écrites au juge Lord, ont échappé aux ciseaux d'Austen. On raconte qu'à cette époque de sa vie, à l'aube de la cinquantaine, elle connaît un grand amour, peut-être le seul de son existence. Il est vrai que le juge Otis Phyllis Lord, ancien ami de son père, de quelque 15 ans son aîné, lui fait une cour assidue à laquelle elle répond par des lettres pleines d'émoi. A-t-il réellement été question de mariage entre eux? Émilie a-t-elle vraiment songé à quitter Amherst pour aller s'établir à Salem, le pays de ses cousines, les sorcières? Ou bien cherche-t-elle une dernière fois à s'inventer une vie de papier? De leur idylle, il ne reste presque rien aujourd'hui. Les lettres de l'une comme de l'autre ont été détruites. Ne subsistent que des brouillons épars, les récits transmis de bouche à oreille au fil des générations dans les deux familles. Le fiancé meurt avant que le mariage puisse être non seulement célébré et consommé, mais même annoncé. Émilie ne sera jamais veuve. Il était faible et j'étais forte alors. C'est pourquoi il se laissa emmener. J'étais faible et il était fort alors. C'est pourquoi je me laissai emmener chez nous. Pas loin, la porte était proche. Il ne faisait pas sombre, car il entra aussi. Il n'y avait pas de bruit, vu qu'il ne disait rien. C'était tout ce qui m'importait. Le jour a frappé, nous devions nous séparer. Ni l'un ni l'autre n'était le plus fort alors. Il luttait. Moi aussi je luttais. On ne l'avait pourtant pas fait. Nuit sauvage, si j'étais avec toi, ces nuits sauvages seraient notre luxe. Futiles les vents, pour un cœur dans le port, fini la boussole, fini la carte. Ramant dans l'Éden, ah, la mer, si je pouvais jeter l'ancre cette nuit
en toi. Wild nights, where I with thee? Wild nights should be our luxury, futile the winds to a heart in port, done with the compass, done with the chart, rowing in Eden. Ah, the sea, might I but moor tonight in thee. Je ne peux vivre avec toi. Ce serait la vie. Et la vie est de l'autre côté de l'étagère, où le sacristain garde la clé, là où il range notre vie, sa porcelaine comme une tasse dont la ménagère ne veut plus, démodée ou ébréchée, un Sèvres neuf et plaisant, les vieux sont craquelés. Je ne pourrais mourir avec toi, car l'un de nous doit attendre l'autre pour fermer les yeux. Toi, tu ne pourrais pas. Et moi, pourrais-je rester là et te voir te glacer, sans mon droit au frimas, privilège de la mort? Je ne pourrais davantage m'élever avec toi, car ton visage éclipserait celui de Jésus. Cette grâce nouvelle se ternirait, deviendrait étrangère à mes yeux nostalgiques, sauf si ta lumière était plus près de moi que la sienne. On nous jugerait, et comment? Car toi servais le ciel. Tu le sais ou tentais de le faire, moi, je ne pouvais pas, parce que mes yeux étaient saturés de toi, et que je n'avais plus un regard pour cette sordide perfection qu'est le paradis. Et si tu étais perdu, je le serais. Même si la clameur de la renommée faisait réverbérer mon nom au plus haut des cieux. Et si tu étais sauvé, et moi, condamné à être où tu ne serais pas, cela serait pour moi l'enfer. Ainsi sommes-nous contraints de nous rencontrer, séparés. Toi là-bas, moi ici, avec juste la porte entrebâillée que sont les océans, la prière et l'aliment blanc du désespoir. Tout se passa en silence. Il me demanda si j'étais sienne. Je ne répondis pas avec la langue, mais répondis avec les yeux. Et alors il m'emporta, laissant derrière ce bruit mortel, avec la rapidité des chars, loin comme feraient les roues. Ce monde vraiment disparut, comme les champs s'éloignent des pieds de celui qui se penche depuis un ballon pour voir une rue des terres. Le gouffre derrière nous n'existait plus. Les continents étaient nouveaux. C'était l'éternité avant l'heure de l'éternité. Pour nous, plus de saison. Il n'y avait ni nuit, ni matin. Mais le soleil levant en ce lieu s'arrêta, et le matin en éternelle aurore. À un correspondant qui lui demande un jour comment elle se sait en présence de la poésie, elle répond : « Quand je lis un livre qui me glace le corps à un point tel que nul feu ne saura jamais me réchauffer, je reconnais la poésie. Puis,
Si j'ai l'impression qu'on m'arrache le crâne, je reconnais la poésie. Ce sont les deux seuls moyens que je connais. Y en a-t-il d'autres? Là où 150 ans plus tard, Léonard Cohen parlera de cendres, Émilie évoque la glace. Dans un cas comme dans l'autre, le poème est l'envers du feu. La mort habite tous les poèmes, et non seulement la mort, mais le mourir, l'instant suprême, suspendu. Lui aussi, tels les rimes de ses poèmes, comme ces flocons de neige dans la tempête qui semblent remonter vers le ciel à mi-course, regrettant déjà les nuages. Comme le temps qui s'arrête au coucher de soleil de juin, comme le pendu qui se balance, livide, au bout de sa corde. Je mourus pour la beauté, mais à peine étais-je ajusté dans la tombe que quelqu'un, mort pour la vérité, fut couché dans la chambre d'à côté. Il me demanda doucement « Pourquoi es-tu tombé ?»« Pour la beauté, répliquai-je, et moi pour la vérité, qui ne font qu'un. Nous sommes frères et sœurs, dit-il. Et ainsi, tels des parents qui se rencontrent une nuit, nous devisâmes d'une chambre à l'autre, jusqu'à ce que la mousse atteigne nos lèvres et recouvre nos noms. Dans sa chambre, il y a un lit, une commode, une table et une chaise, et partout des piles de livres. Dans les livres, il y a tous les pays du monde, les étoiles du ciel, les fleurs, les arbres, les oiseaux, les araignées et les champignons. Des foisonnements réels et inventés. Dans les livres, il y a d'autres livres, comme dans un palais des glaces, où chaque miroir en réfléchit un second, chaque fois plus petit, jusqu'à ce que les hommes ne soient pas plus grands que des fourmis. Chaque livre en contient 100. Ce sont des portes qui s'ouvrent et ne se referment jamais. Émilie vit au milieu de 100 000 courants d'air. Toujours, il lui faut une petite laine. Près d'elle, entre les pages fines de la Bible, s'entassent toutes ces hautes villes, passées et présentes, réelles et inventées. Jérusalem, Bethléem, Saba, Cana, Sodome et Gomorrhe, Capharnaüm, Jéricho, Babylone. Chaque fois qu'elle ouvre le livre saint, Émilie s'attend à voir jaillir ces villes et leurs multitudes, comme dans certains volumes pour enfants, des découpages s'élèvent en pliures compliquées pour former une cabane, un château, une forêt de papier. C'est un plaisir précieux, quelque peu moisi, de rencontrer un livre très vieux, habillé à la mode de son siècle. Je pense que c'est un privilège de prendre sa vénérable main et la réchauffant dans la nôtre, de revenir, une fois ou deux, à l'époque où il était jeune. Inspecter ses opinions surannées, s'informer de sa pensée sur des thèmes qui nous concernent tous les deux, la littérature de l'homme, ce qui a le plus intéressé les lettrés, quelles étaient les rivalités quand Platon était une certitude et Sophocle un homme, quand Sappho était jeune fille et que Béatrice portait la robe déifiée par Dante. Il traverse, familier, les faits des siècles passés, comme quelqu'un arrivant en ville qui vous dirait que tous vos rêves sont exaucés. Il vivait au pays où les rêves sont nés.
Sa présence est un enchantement. Vous le suppliez de ne pas s'en aller. Les vieux volumes hochent leur tête de vélin. Un vrai supplice de Tantale. Nous rêvons. C'est bien de rêver. Ça ferait mal si on était éveillé. Mais comme c'est un jeu, qu'on nous tue, et nous hurlons, c'est un jeu. Où est le mal? Les hommes meurent extérieurement. C'est une vérité, de la chair et du sang. Mais nous autres, nous mourrons sur scène. Et le théâtre ne meurt jamais. Avec prudence, nous nous heurtons, et chacun ouvre les yeux, de peur que le fantasme prouve qu'on s'est trompé, et que la surprise livide nous glace en colonnes de granit, avec gravé notre âge, notre nom, et peut-être une phrase en égyptien. C'est plus prudent de rêver. En écrivant, elle s'efface. Elle disparaît derrière le brin d'herbe que sans elle on n'aurait jamais vu. Elle n'écrit pas pour s'exprimer, quelle horreur. Ce mot lui rappelle celui d'expectorer. Dans les deux cas, le résultat ne peut être qu'un flegme gluant, plein de glaire. Elle n'écrit pas pour se distinguer, elle écrit pour témoigner. Ici, avec une fleur, 3 jours de juillet de l'an 1800 et quelques, tué par une ondée un matin. Chaque poème est un minuscule tombeau élevé à la mémoire de l'invisible. Elle est de chair, de sang et d'encre. C'est l'encre qui coule dans ses veines. Les mots qu'elle trace sont rouges framboises, puisés à même ces fines lignes bleues qui palpitent sous la peau. Elle se rappelle ce poète venu en visite au Mount Holyoke qui expliquait vouloir transcrire sur la page les émotions qui l'habitaient. Être exécrable, persuadé que son paysage intérieur était à ce point intéressant qu'il conviait les autres à s'y balader pour contempler les plates-bandes et les massifs. Il était non seulement incapable de poésie véritable, mais heureux innocent, incapable de voir qu'il en était incapable, semblable à un sourd de naissance qui, ayant vu quelqu'un taper sur le clavier d'un piano, se serait avisé de composer une sonate en appuyant au petit bonheur sur les touches noires et blanches selon une succession plaisante à son œil. Jamais il ne saurait ce qu'il ne savait pas. Or, cet homme avait des idées, cela se voyait pour de suite, et celles-ci lui importaient plus que tout. Il les nourrissait, les organisait, les cultivait, en humait le parfum et pressait les autres de faire de même. Émilie écrit sur le monde qu'elle habite, tout en sachant qu'il serait plus beau si personne ne l'habitait. Je suis personne. Qui êtes-vous? Êtes-vous personne aussi? Ainsi nous faisons la paire. Ne le dites pas. Il le ferait savoir, c'est sûr. Comme c'est ennuyeux d'être quelqu'un, public, comme une grenouille, qui crie son nom tout le long de juin. Un marécage béant. Je tenais un joyau dans mes doigts et me suis endormi. Le jour était chaud et les vents péroraient. Je me suis dit, il ne risque rien. Je m'éveillai et blâmais mes doigts honnêtes. La gemme avait disparu. À présent, un souvenir d'améthyste est tout ce qu'il me reste.
Les fleurs que les enfants ont cueillies l'après-midi reposent dans le panier d'osier. Père prend une pensée entre ses doigts blancs et explique, de sa voix de pasteur, Pour les conserver, il faut d'abord les faire sécher. dans la main de Père, la fleur semble déjà se flétrir. Il la pose et sort l'un des volumes de l'Encyclopédie Britannica qui se dresse en ordre de 1 à 21 sur l'étagère du milieu de la bibliothèque. Il l'ouvre, le feuillette précautionneusement. Après quelques mois, les pages auront absorbé l'humidité de la plante et vous pourrez la coller dans votre herbier. Émilie s'émerveille en silence de cela. Les livres s'abreuvent à l'eau des fleurs. Et Père continue du ton savant qui est le sien quand il enseigne, c'est-à-dire tout le temps. Pour vous souvenir de l'endroit où vous avez placé le spécimen, je vous conseille de choisir un numéro de page correspondant à une date célèbre. Par exemple, celle du début de la guerre de Cent Ans. Il attend. 1337 souffle en chœur Aston, Lavinia et Émilie. Et les deux premiers prennent un volume, insèrent délicatement les feuilles des fleurs entre les feuilles des livres et murmurent pour eux-mêmes déclaration d'indépendance, chute de l'Empire romain, naissance de mère. Émilie seule semble semer les fleurs au hasard dans le dictionnaire qu'elle a choisi. Père l'observe un instant, sourcils froncés. Comment retrouveras-tu tes spécimens si tu les mets n'importe où? Elle sourit. Je saurai. Des mois plus tard, alors qu'au cœur de l'hiver, elle cueille les fleurs de l'été dans la bibliothèque, elle rouvre le dictionnaire sans hésiter. Et tandis que les autres marmonnent des chiffres entre leurs lèvres, elle prononce, comme une formule magique, un mot, un seul, jasmin. Et le jasmin apparaît. Émilie a illustré les entrées du dictionnaire. Je soigne mes fleurs pour toi, brillant absent. Les coutures de corail de mes fuchsias se déchirent tandis que le semeur rêve. Les géraniums colorent et tachent. D'humbles pâquerettes parsèment. Mon cactus écarte sa barbe pour montrer sa gorge. Les œillères renversent leur épice que les abeilles recueillent. Une jacinthe que j'avais cachée montre sa tête ébouriffée. Et des odeurs se déversent de flacons si petits qu'on s'émerveille qu'ils puissent les enfermer. Des roses sphériques brisent leurs flocons de satin sur le sol de mon jardin. Pourtant, tu n'es pas là. J'aurais préféré qu'elles ne portent plus leur cramoisie. Que ta fleur soit gaie, tandis que son seigneur est au loin, point ne me convient. J'habiterai un calice gris, toujours avec quelle modestie, ta pâquerette drapée pour toi. Il est une solitude de l'espace, une solitude de la mer, une solitude de la mort. Mais tout cela ne serait que mondanité, comparé à ce site plus profond, la polaire intimité d'une âme qui s'accueille elle-même. Le jardin bruise des murmures des fleurs. Une violette ne se remet pas d'être si fripée. Une autre se plaint de ce que les grands tournesols lui font de l'ombre. Une troisième lorgne les pétales de sa voisine. Deux pivoines complotent
sur la façon d'éloigner les fourmis. Un lys long et pâle a froid aux pieds. La terre est trop humide. Les roses sont les pires. Énervés par les abeilles, incommodés par la lumière trop vive, saoulés de leur propre parfum. Seuls les pissenlits n'ont rien à dire, trop heureux d'être encore en vie. Apporte-moi le soleil couchant dans une tasse. Compte les flacons du matin, dénombre la rosée. Dis-moi jusqu'où bondit le matin. Dis-moi à quelle heure s'endort le tisserand qui a filé ses laides bleues. Écris pour moi combien de notes on trouve dans l'extase de la grive nouvelle parmi les branches éblouies. Combien de voyages fait la tortue. Combien de coupes boit l'abeille, cette débauchée de rosée. Aussi, qui a construit les digues de l'arc-en-ciel? Aussi, conduit les sphères dociles au bout d'un souple brin d'osier bleu? Quels sont les doigts qui attachent la stalactite, qui comptent les vampums de la nuit pour s'assurer qu'aucun ne manque? Qui a bâti cette petite maison d'albâtre et en a si bien fermé la fenêtre que mon esprit n'y voit goutte? Qui me libérera un jour de gala avec tout ce qu'il faut pour m'envoler dans un faste dément? Mon cocon me serre, les couleurs chatouillent, je cherche l'air. Une vague capacité à être ailée rend la robe que je porte inadaptée. Un pouvoir de papillon doit être l'aptitude à voler, implique des prairies de majesté et de faciles essors vers le ciel. Aussi dois-je déjouer l'allusion, déchiffrer le signe, faire beaucoup d'erreurs pour peut-être enfin saisir l'indice divin. Elles sont ensemble, debout, face à la fenêtre. Il n'y a pas de lune, mais les étoiles sont si brillantes qu'elle a l'impression de les observer à travers une loupe. Les astres forment dans le ciel des dessins familiers. C'est une carte géographique avec ses fleuves et ses rivières, ses villes et ses déserts. Quelque part, là-haut, tout au bout d'un chemin semé de cailloux blancs, brille Linden. Ensemble, elles s'envolent, Émilie et sa mort. Linden est une cité verte et blonde, miel et trèfle. Dans une maisonnette aux rideaux ouverts habitent Sophia et Gilbert, 15 et 8 ans pour toujours. Ils déjeunent de biscuits au pain d'épices et de lait chaud. Les chiens s'y promènent librement dans les rues. Tous les chiens aimés aient disparu. La mer est toute proche. On l'entend, mais on ne la voit jamais. À Linden, Émilie sort de sa chambre, descend l'escalier, passe le seuil de sa maison de papier et sort dans la rue, au soleil de midi, vêtue d'une robe écarlate.